Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de CoinNote et aujourd'hui on va faire l'interview de Jonathan qui travaille pour La Poste et qui a de très belles choses à nous raconter, notamment avec leur projet de blockchain. Je pense que je vais te laisser introduire et donc te présenter et ce sera la meilleure façon pour commencer. Très bien, bah merci. Et ben effectivement, Jonathan, donc à la Poste depuis 12 ans maintenant. Je suis passé dans plein de postes, que ce soit des choses qu'on appelle les nouveaux services qui permettent aux facteurs d'avoir des nouveaux métiers, de nouveaux gestes, etc. On pense au code de la route, des choses comme ça, à Géoptis et d'autres projets, Ma Ville, Mon Shopping, etc. Et puis ensuite, je suis parti sur des profils un peu plus techniques en intégrant les DSI. Je suis reparti à mes premiers amours. Et puis, juste pendant le Covid, j'ai entendu parler des NFT. Alors, ça faisait un moment que je traînais sur les réseaux et sur les Discord, et cetera, parce que, bah, je faisais comme beaucoup j'imagine d'entre vous et d'entre nous, je faisais de la crypto-monnaie, j'ai perdu, j'ai gagné. J'ai je sais pas, si je suis là, c'est que j'ai pas assez gagné. Mais toujours est-il que, ça a attiré ce mot NFT a attiré mon attention et j'ai passé des mois et des mois à comprendre ce que c'était. Et puis quand j'ai compris ce que c'était, je suis allé voir, une entité qui s'appelle Philapost chez nous. Philapost, c'est l'entité à la Poste qui imprime les timbres, autant les Marianne que les timbres de collection. Et je suis allé toquer à leurs potes en leur disant: «Bah, vous savez, vous avez des timbres de collection, il y a un truc dans le monde de la collection qui est en train de bouger, ça s'appelle les NFT. Est-ce que vous voulez qu'on en parle?» Alors au début, bien sûr, on m'a dit: «Bah, qu'est-ce que c'est que ton truc? C'est de l'argent sale». Et puis finalement, au bout de deux trois fois, ils ont dit: «OK, c'est vachement intéressant, dis-nous en plus». Et puis on a commencé à et je suis arrivé là-dedans comme ça, en fait. Et donc un des 1ers postes, à la Poste sur la blockchain, il s'est créé comme ça. Ok, très Voilà. bien. Donc ça Donc, fait maintenant 2 ans, c'est ma deuxième année, officiellement, c'est ma première. Et en fait, ça faisait déjà 7-8 mois que je travaillais en masqué pour eux, sur ces sujets-là. ok, très bien. Et donc, d'un certain côté, c'est un peu toi qui as amené La Poste à s'intéresser aux NFT, ou est-ce que c'était déjà une volonté de La Poste d'exploiter ces nouvelles technologies comme la blockchain, les NFT? Alors, c'est assez intéressant parce qu'à la Poste, on est 250 000, donc c'est beaucoup. Et tout ce qui concerne la blockchain, c'est vrai qu'il y a eu des réflexions stratégiques, plus haut de la Poste. Mais vraiment les cas d'usage, et cetera, ça infuse par le bas et ça remonte petit à petit. Alors, j'aurais pas la prétention de dire que je suis le seul à avoir eu l'idée ou avoir mis de la blockchain dans mes propositions en tant que à la Poste. En tout cas, c'est vrai que je pense que j'étais parmi les premiers, parce qu'on est quelques-uns quand même à se connaître. Et c'est un des premiers projets qui sort avec vraiment une résonance, à minima nationale, voire internationale, avec un objet physique et un NFT. Enfin, c'est vraiment, voilà, avec une quantité aussi, puisqu'on en avait fait 100 000. Donc voilà, effectivement, pousser ça à la Poste, ça a pas été c'est pas simple, parce que, bah, les cas d'usage sont pas simples. Et le retour sur investissement, faut le prouver aussi et le montrer, expliquer pourquoi et pas tomber dans ce qu'on a vu dans les NFT, puisque, bah, les NFT qui étaient juste numériques et qui on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc on avait pris, vous voyez, cette dimension en amont en disant: «Non, ça peut pas être qu'un NFT». Ok, très bien. Et Et donc donc, pardon, vas-y. non, je t'en prie. Et je dis effectivement, l'idée aussi, c'était de se dire: on rentre dans le monde de la blockchain par le NFT aussi. Mhm. Parce que tout ce qui est crypto, et cetera, bah, ça manque de législation, c'est un peu gris. Et bon, bah, on peut pas y aller comme ça, nous, puisqu'on est La Poste. Donc allons vers le NFT. Il y a Mika qui arrive, il y a tout ça, mais si on n'y va pas, quand la vraie législation va arriver, pardon, et que les entreprises vont pouvoir s'emparer du sujet aussi, parce que c'est ce qui bloque aujourd'hui, et ben, on va avoir du retard. Mais beaucoup de retard. Et là, finalement, on n'a pas de retard. On avait de l'avance quand on a commencé le projet. Bon, là, on le sort là, dernièrement, donc on n'est pas en avance non plus, mais on n'est pas en retard non plus, en tout cas sur nos connaissances et sur l'apprentissage qu'on a fait, de ce sujet-là à l'intérieur de la Poste. Donc, il y avait une réelle volonté de se positionner un peu avant-gardiste et pouvoir avoir une longueur C'est ça. d'avance sur la concurrence. Ok, c'est super intéressant. Et pour revenir à toi, ton poste, Mmh, du coup, au sein de ce projet-là, donc tu es directeur blockchain chez La Poste. c'est ça. Et Chez en quoi ça Philaposte et à la consiste? Poste. Oui. Alors, en quoi ça consiste? Waouh, c'est très, très large. C'est-à-dire que c'est vraiment bon, l'idée est arrivée, je l'ai portée.
Il a fallu et puis on est passé par toutes les étapes de conception, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Quel NFT on fait? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Quelles contraintes on a, en termes de temps, de planning, de budget et cetera? Jusqu'où on va, aussi par rapport à notre clientèle habituelle. Donc il y a toute cette partie un peu de réflexion et cetera. Il y a la partie de conception de la plateforme puisqu'on est la seule poste parce qu'il y a d'autres postes qui ont sorti des NFT bien sûr, depuis 2-3 ans. Par contre, on est les seuls à proposer une plateforme dédiée. Mmh. Donc ça montre qu'on a quand même un certain investissement dedans, qu'on y croit et qu'on va faire autre chose après et que la plateforme va devenir quand même un élément central de la collection du timbre NFT prochainement. Donc il y a eu toute cette conception à faire là sur plusieurs années, puisqu'il y a une roadmap qui est écrite, et qui sera en fonction des réussites et des budgets qu'on a ensuite. Et puis il a fallu piloter aussi, en plus des développements et cetera, tout l'aspect juridique, fiscal et cetera, qui n'existe pas à la Poste, qui existe nulle part en fait, sur cette partie-là parce que, bah, c'est des NFT, parce que alors nous on n'a pas le droit d'utiliser, faut le dire, hein, de crypto-monnaie aujourd'hui, donc on n'a pas utilisé, les achats de NFT se font en carte bleue. Néanmoins, pour le mint et cetera, il a fallu trouver des solutions, et puis il a fallu qu'on prépare l'avenir. Donc effectivement, même juridiquement, les CGV, les CGU, toutes ces choses-là, tout ce qui concerne les RGPD, puisque finalement dans la blockchain rien ne s'efface. Comment on l'intègre, comment on le rend, parce que nous, bah, encore une fois, on est la Poste et qu'on est une cible aussi, facile sur ce genre de sujet. Donc on c'est un peu gris, il y a un peu de gris, dans le monde de la blockchain aujourd'hui encore, mais on doit toujours être du côté blanc, de la ligne, en tout cas. OK. Et donc en tant que directeur, de projet blockchain, Mmh. heu, selon toi, selon ton ressenti, quelles seraient les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir, mener à bien un projet, de cette envergure? Alors, effectivement, c'est marrant, cette question, j'ai envie de dire, c'était pas préparé, mais néanmoins, c'est, l'aboutissement d'un parcours, de plusieurs années à la Poste, qui m'a permis de rencontrer les bonnes personnes et donc d'avancer aussi et de savoir ce qu'il fallait faire. Parce que, clairement, il faut c'est un sujet complètement transverse, parce que la Poste, on est beaucoup d'entités, beaucoup de B il y a des BU, il y a des UA. Il y a des filiales et cetera, et donc j'ai pu faire travailler tout ce monde-là ensemble. Donc ça veut dire que déjà il faut les savoir, il faut les connaître à minima, et puis il faut, aussi, beaucoup de politique en interne. Ça c'est quelque chose qui est assez fort aussi, parce que, bah, c'est des projets qui font alors pas qui font peur, mais qui sont novateurs, qui changent un peu les lignes aussi, les façons de travailler. Donc tout ça, j'ai dû l'emmener. Et convaincre à chaque fois et cetera. Donc il y a vraiment tout cet aspect gestion de projet web, parce que finalement c'est une plateforme web où on rajoute de la blockchain, de la conception, physique pour les timbres NFT et cetera, où là j'ai appris aussi, hein, parce que je connaissais pas toute cette, conception d'un timbre, avec les machines et cetera, et puis les problématiques que ça peut avoir, et puis ensuite un peu de marketing com et cetera. Donc c'est vrai que c'est un panel très, très large. Heu, la raison elle est simple, hein, c'est que c'est, le premier projet, on a mis un certain budget dedans aussi, néanmoins, on n'allait pas monter une équipe de 40 personnes pour un projet, un 1er projet. Effectivement, encore une fois, à la Poste, il faut montrer et puis ensuite on continue étape par étape. Alors certes, on est parfois plus long que certaines startups ou autres, néanmoins le projet il est là et il a une roadmap déjà sur quelques mois, quelques années plutôt, et on s'y tient, quoi. OK. Et est-ce que ça a été, enfin, selon ton ressenti à toi, plus compliqué, d'amener les NFT, au sein d'une entreprise comme La Poste qui a été créée en 91, donc il y a quand Ah même non, la Poste, ça c'est centenaire, sur c'est le vieux. groupe en tout cas. Ah, Oui, en oui, fait, oui. c'est le ouais, c'est le OK, c'est quand on Mmh, est sorti, OK. mmh. Et donc avant même l'arrivée d'internet, et donc est-ce que, promouvoir des technologies comme les NFT, la blockchain, est-ce que c'est d'autant plus compliqué dans ce type d'entreprise-là, dans ce type de structure? Et comment tu l'as ressenti toi au niveau Alors, de la vision des gens? je pense que c'est est-ce que ta question, c'est de la comparer, par exemple, à une sortie via une start-up ou quelque Oui, chose? voilà. Ouais. Je pense que, il y a 2 choses. Un, c'est un peu plus complexe parce qu'on va te demander beaucoup plus de garanties, Mmh, notamment juridiques, des choses comme ça. Par contre, apporter de l'innovation, c'est quelque chose qui est apprécié, qui est recherché. La Poste est très innovante, hein, on sort des choses assez incroyables.
depuis tout le temps. On a accompagné les consommateurs sur le virage internet. On est tout le temps sur de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation. On a des sujets IA, on a des sujets data, on a des sujets, Web3, que ce soit du métavers ou blockchain et cetera. Heu, il y a des réflexions sur la crypto, sur le positionnement du groupe, parce que dedans, on a la banque postale et les autres assurances et cetera. Donc on a vraiment, il y a vraiment une recherche d'innover, tout simplement parce que c'est pas un secret, hein, c'est annoncé, la poste et le courrier, le nombre de courriers baisse, chaque année et donc il faut se réinventer et donc depuis, 15-20 ans, on est déjà sur cette chose-là d'innover. Donc ça c'est pas un souci. Le vrai problème, c'est de légitimer un projet en lui disant: «Bah, voilà le projet, voilà le business plan finalement, voilà, combien ça peut rapporter et cetera». Ça c'est une dimension importante. Voilà ce que ça veut dire aussi, c'est de convaincre aussi, de la légitimité du projet, pourquoi on le fait à la poste et pourquoi on doit le faire à la poste. Donc on a tous ces sujets-là, ça prend plus de temps, c'est beaucoup de monde, beaucoup plus de réunions sûrement. C'est des contraintes effectivement, entre la 1re version, sur le papier et ce qu'on a fait, bah, il y a des contraintes qui sont, de timing, de budget, d'équipes qui sont pas disponibles, des choses comme ça. C'est des choix aussi, hein, qu'on a dû faire, parce que, bah, on n'a pas pu choisir de n'importe quelle blockchain. On a choisi une blockchain particulière parce qu'elle nous correspond et cetera. Donc voilà et pour être, totalement transparent, le projet, il a été retardé de quelques semaines, quelques mois pour des raisons internes alors que tout était prêt. Donc voilà, mais on l'a fini par le sortir, on avait confiance là-dedans. Vis-à-vis d'une startup, la différence qu'on a, c'est que quand on sort quelque chose, on est sûr, heu Mmh. et tous les aspects ont été vérifiés. C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous, on a été voir l'AMF, on a été voir tout le monde, on a une équipe, on voit vraiment pour moi, le plus gros aspect finalement problématique, c'était vraiment cet aspect législatif. Mmh. Heu, Finalement fait un peu défaut souvent aux startups et donc voilà, sortir un projet comme ça très rapidement, on aurait pu le faire, hein, je veux dire en 2-3 mois, on avait quasiment tout terminé. Mais après il y a tout le reste, il y a toute la campagne de com, il y a tout l'aspect législatif et cetera, être certain, parce que sortir un projet et le fermer un mois après parce qu'on s'est trompé, nous on peut pas le faire. Ouais, bien sûr. Ou disparaître après, en fait, on disparaît pas, Mmh. en fait. Ça Ouais. ce qui arrive, dans le 3, Mmh. il est aucunement question qu'on disparaisse. Mmh. Donc c'est un petit peu plus complexe, un peu plus long, mais beaucoup plus sécuritaire et finalement c'est un fleuve un peu plus tranquille. Ouais et avec un impact bien plus important sur un gros groupe comme ça aussi. Exactement, ouais. Et donc pour revenir, enfin, j'aimerais maintenant qu'on se penche plus précisément sur NF Timbre et donc, Mmh. le projet en lui-même. Quelles sont les caractéristiques uniques des NF Timbres comparé à un timbre classique que je peux aller Ouais. acheter, à Alors, côté de chez moi? déjà, il faut bien se dire, c'est un timbre de collection. Ça s'appelle les beaux timbres aussi. C'est bien sûr, ils ont une valeur d'affranchissement, donc tu peux les utiliser pour affranchir. Certains les utilisent parce que dans le monde de la collection, affranchir un timbre, ça a de la valeur. Après ça dépend de chacun. Donc c'est vraiment des timbres de collection. Donc ils sont à 8 €. On en a fait 100 000. Donc c'est un bloc avec un timbre dessus, qui est adhésif, qui a été fait par un artiste qui s'appelle Fonesque, qui a été vraiment, spécifiquement fait, pour ce truc-là et donc ce que tu achètes, c'est un timbre physique de collection auquel on adosse un NFT, aujourd'hui qui permet, bah, comme tout NFT qui est un certificat de possession, de traçabilité et cetera, qui te donne sur la plateforme NF Timbre, parce que le projet c'est 2 choses, hein, c'est la plateforme et les timbres, des petits avantages. Aujourd'hui, c'est le timbre qui s'anime quand tu es 1er jour, par exemple, ou quand tu as le timbre surtout. Et puis ça voilà, je viens de dire le mot premier jour, en fait, ça ramène une fonctionnalité à la po dans le monde de la collection du timbre qui est le premier jour. Le premier jour, c'est quand tu achètes un timbre de collection, tu peux le faire tamponner parce que souvent il y a un tampon qui sort en même temps, premier jour. Jusqu'alors, on avait, une vingtaine de jours pour faire tamponner ton timbre. Donc ça veut dire que tu pouvais l'acheter le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, personne ne savait puisqu'ils étaient pas identifiables. Mmh. Tu avais eu un jour pour l'envoyer. Là, comme il y a le NFT qui est attaché, en fait, on sait exactement quel timbre est attaché le premier jour, donc on redonne de la valeur au 1er jour, finalement. Alors après, le risque, c'était de tout vendre. C'était d'en vendre 95 000 le premier jour et d'avoir 95 000 timbres, tagués premier jour et que 5 000, bon, ça aurait fait une autre rareté, mais c'était assez marrant à voir aussi. Donc voilà, ça, c'est ce que ça donne aujourd'hui. On Ils sont numérotés sur 6 caractères. La petite histoire assez drôle, c'est qu'en fait,
On n'a pas voulu faire de l'incrémentation tout de suite, puisqu'on teste les choses petit à petit. Par contre, on a voulu sécuriser et se dire: «On en fait que 100 000 et on n'en fera pas un de plus». Donc on a minté l'ensemble des combinaisons possibles et on en a détruit 900 000 pour n'en Mmh. garder que 100 000. Donc en fait, si on regarde sur la blockchain Tezos, il y a, quelques mois de ça, à un moment donné, quelqu'un a minté 1 million de NFT, bah, en fait, c'était nous. Voilà et donc c'est un record, c'était un record, sur une collection, sur un jour donné et cetera, c'était nous, voilà. Donc ça avait fait un petit peu de buzz, sur les réseaux. Tout le monde se demandait qui c'était et Ouais. en fait, on n'avait pas affiché, on avait caché tous les trucs. C'était assez marrant de voir les réactions. OK, super intéressant. Et tu viens justement de me parler de la blockchain Tezos. Ouais. Pourquoi ce choix en particulier? Alors le choix, il est alors il faut se remettre dans le contexte d'il y a 2 ans, parce que moi, je suis allé quand même taper à la porte il y a 2 ans, donc on a pris les specs, il y a 2 ans, donc en 2021. Plusieurs choses, c'est que La Poste, on est très RSE, très green, heu, on a des objectifs très forts et donc il n'était pas premièrement, entendable, je reviens il y a 2 ans, de prendre une blockchain polluante type Ethereum à l'époque ou des choses comme ça, pour des raisons vraiment green et RSE. Donc voilà, c'est une blockchain qui était auditée, c'est une blockchain qui a des bureaux en France, enfin c'est une techno qui a des bureaux en France, donc c'est plus facile de leur parler aussi effectivement, d'avoir du support. Heu, il y a un petit côté franco-français parce que c'est des travaux français au départ qui ont mené à la création de Tezos aussi. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là et puis on avait besoin de quelque chose de stable parce que vous voyez, c'est des NFT finalement qui ont une valeur, un floor price de 8 €, puisque de toute façon le timbre en lui-même, il vaut 8 € et son utilisation dans le monde postal, si tu veux affranchir un courrier, tu peux affranchir un courrier jusqu'à 8 € dessus. Ça descendra jamais, ça c'est assez marrant. Mais il n'était pas question d'avoir des frais de gaz de 300 ou 400 ou 500 € pour l'achat d'un timbre. Heu, Ça avait pas de sens. Donc on a essayé de trouver une blockchain qui nous correspondait finalement, dans nos trucs, qu'on a vus, c'était finalement vraiment, Tezos, voilà. On n'a pas voulu aller sur des layer 2 parce que, bah, à l'époque aussi, les layer 2 il y en avait de partout et on n'était pas Mmh. certain que ça de leur pérennité et cetera. Nous, on doit aussi s'assurer de ce côté-là, du côté un peu pérenne, et voir assez, à minima à moyen terme, 5-10 ans pour pas, changer à chaque fois nos technos et cetera et perdre nos acheteurs, en tout cas nos collectionneurs. Mmh. C'est vrai que ça fait entièrement sens, on a vu notamment d'autres projets, de ce type, des projets français de grande envergure qui Ouais, justement PMU. les autres pour ces caractéristiques-là. Et c'est vrai que c'est vraiment, il y a vraiment une base solide en fait sur laquelle on peut poser un Mmh. projet à terme donc Ouais, c'est non, mais je pense que de toute façon, le fait que les entreprises s'accaparent, arrivent sur la blockchain et choisissent une blockchain, c'est pas neutre, en termes d'utilisation et d'adoption mmh. et ils ont Et fait les bons. d'un point de vue client, Mmh. imaginons donc, que j'ai entendu parler, d'NF Timbres, sur Mmh. les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Donc, je vais sur le site, comment se passe l'achat? Comment je me En fait, retrouve avec mon timbre? effectivement, on a fait un travail, assez fort, pour se dire, pour avoir une UX très simple, parce qu'aussi nous, on a des philatélistes, hein, en clients, Mmh. et donc effectivement, il fallait qu'on arrive à les embarquer là-dedans. Donc on a travaillé vraiment pour avoir une UX simple. En réalité, si tu veux pas voir le Web3 sur la plateforme, tu le vois pas. Mmh. Heu et donc comment ça se passe? C'est que tu te rends sur nftim.com, tu crées ton compte, alors soit avec une adresse mail et un mot de passe, soit avec, Google, Facebook ou, Microsoft, account. Tu valides ton compte bien sûr avec un code qu'on t'envoie par mail. Tu rentres ton adresse postale ou non, ça dépend, tu pas obligé, mais au moment de l'achat, tu vas être obligé parce qu'on t'envoie un timbre physique quand même. Et donc tout simplement, tu es dans la galerie des timbres à acheter, tu choisis pas le numéro, il est fourni au hasard. Tu payes en carte bleue, tout simplement avec, tu que ton numéro de carte bleue, vraiment tout simple. Heu et j'ai oublié de dire, au moment où tu crées ton compte, enfin au moment où on valide ton compte, on te crée un wallet. Les wallets sont custody. La raison, elle est simple, hein, c'est parce que, aujourd'hui, c'était plus simple pour nous et même vis-à-vis de la législation pour le moment, c'est plus facile d'être en wallet custody, que d'avoir du wallet connect où on ne sait pas qui est derrière et cetera. Parce que nous, on ne voulait pas travailler avec de la crypto-monnaie pour le moment et donc on pouvait donc, spécifier ce qu'on met sur ces wallets ou pas. Donc voilà, c'est pour ça. Par contre,
tous les transferts internes à la plateforme ou d'un NFT vers l'externe, vers un autre wallet, c'est possible. Et les frais de gaz, ils sont à notre compte. Donc, si tu achètes 50 NFT et que tu veux les transférer vers ton propre wallet, en fait, ça te coûte 0 € de plus. Ok. C'est pris en charge par nous pour le moment. Et donc voilà, donc tu as commandé ton timbre, tu reçois ta facture et cetera par mail et cetera. Comment ça se passe? Et ben, très simplement, ça part dans nos équipes de préparation. Ils prennent un timbre physique, qui le scannent et à ce moment-là, quand elles le scannent, ça nous donne sont numérotés, ça nous donne le numéro de ton NFT et donc on dépose le NFT dans ton wallet, dans la plateforme et donc tu reçois le NFT avant d'avoir reçu le timbre physique et le timbre physique, il arrive en J+1, J+2 selon la distance. Voilà et donc ils arrivent par la poste, par Colissimo. Ok, très bien. Ouais, donc en vrai, un processus clair. Est-ce que ce processus d'effacer le Web3 de la plateforme a été quelque chose de compliqué au niveau de l'UX, de rendre tout Ouais. ça? C'est pas simple parce que finalement les fonctionnalités qu'on a dans un wallet, on a dû un peu les disséminer un peu partout parce que finalement la pierre angulaire, c'est vraiment le wallet. Parce que finalement faire une boutique pour vendre quelque chose, que ce soit numérique ou physique, ça c'est pas un problème. Donc le vrai sujet, il a été là et de se dire, bah, on donne la possibilité de faire des transferts, faut l'expliquer. On donne la possibilité de brûler les NFT, faut l'expliquer et on n'a pas le wallet en tant que tel comme on peut avoir sur d'autres plateformes. C'est vrai, les fonctionnalités, elles sont un peu disséminées partout. Donc c'était vraiment de penser ça et surtout de penser, de dire, «Bon, bah, c'est simple, faut que ça reste simple de bout en bout, en fait» et faut pas perdre les jeux, faut pas qu'on perde nos parce qu'on est quand même grand public. L'idée, c'était ça aussi, hein, c'était amener des nouvelles personnes. C'est une mission qu'on s'est donnée aussi, c'est d'apporter de nouvelles personnes et de les accompagner, de les faire monter petit à petit en compétences sur le Web3 et comment ça fonctionne. Donc on a des FAQ, on a des vidéos et cetera. Mais on sait que plus on va faire évoluer la plateforme, plus elle va devenir aussi un peu technique. On sait qu'à un moment donné, on n'échappera pas au Wallet Connect et cetera. C'est dans notre roadmap, il y a pas de souci. C'est juste que, bah, on y va étape par étape aussi parce que, bah, on voulait s'adresser non seulement bien sûr aux communautés du Web3, mais qui ont l'habitude, mais aussi à nos clients habituels et puis à des nouveaux clients qui auraient peut-être envie de venir et pour qui le Web3, la partie blockchain, excuse-moi, j'ai ma machine qui vient de se débrancher, pardon. Pour qui ce que je disais, donc des clients pour qui, le Web3 fait peur et donc là, on les accompagne vraiment, de façon très simple à rentrer là-dedans et avoir leur premier NFT. Et puis bon, on peut se le dire, hein, les philatélistes habituels, c'est pas les plus jeunes, il y en a, mais effectivement, ça nous permet aussi de rapprocher des générations, parce qu'on rend technophile un objet qui n'était plus trop, et puis qui permet aussi d'en discuter avec son fils ou son petit-fils ou des choses comme ça. Ok, c'est super intéressant. Et justement, en tant qu'entreprise grand public, quelles ont été les réflexions pour communiquer à ce sujet? Parce qu'on sait que les NFT ont été très controversés sur la pollution. Aujourd'hui, il y a énormément de collections qui ont totalement disparu, qui ont pris des moins 90%. Comment vous avez mené vos réflexions pour communiquer à ce sujet des NFT et montrer, voilà, nous, on a une proposition de valeur, on a quelque chose qui fait sens et comment s'adresser à son public. Alors nous, on a beaucoup travaillé cette partie-là. D'ailleurs, sur la plateforme NFTime, il y a une partie RSE qui est assez forte avec une page qui décrit un petit peu tout. Heu, c'est vrai qu'au niveau groupe, on n'a pas communiqué tant que ça vers le grand public. On a communiqué plus vers les clients habituels de la Poste, via du flyer dans les envois, via une page sur laposte.fr, via un peu d'emailing pardon, sur nos bases de données et cetera. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait on aurait pu aller sur d'autres médias, dans des journaux aussi pour toucher un peu plus de grand public, dans des journaux enfin papier ou télévisés ou radio ou des choses comme ça. Il y a eu un petit peu quelques interviews et cetera. Mais encore une fois, comme c'est très novateur, encore une fois, on est sur la première étape et Hmm. donc on sort dans un périmètre. Alors, je vais pas dire que c'est un POC, mais c'est quand même un premier jet et qui est quand même assez grand parce que c'est avec les moyens de la Poste. Là, on est en train de regarder les retours et ce que ça donne, c'est plutôt positif et donc on sait qu'après on va évoluer, que ce soit en technicité, en communication et cetera, en fait. Ok, très bien.
Et donc, maintenant qu'on a abordé tous ces aspects et que, nos auditeurs peuvent, comprendre le projet dans son ensemble et les enjeux, Ouais. j'aimerais qu'on qu'on puisse dialoguer un peu sur une question d'avenir. Et Mmh. vous, chez Filapost et donc, par défaut aussi chez La Poste, est-ce qu'il y a d'autres, tu m'as parlé de roadmap, est-ce qu'il y a d'autres objectifs, à long terme sur, NF Timbre, d'autres sorties prévues, d'autres fonctionnalités peut-être? Ah oui, clairement. On a des fonctionnalités qu'on étudie, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les mettre en place, mais on a une qui ressemble un peu à ce qui se fait dans le monde du vin. Mmh. Essayer de garder l'objet, en sécurité et d'avoir le juste le NFT et de brûler le NFT ou en tout cas un droit des NF du NFT dit du pour, récupérer l'objet. Ça permet quoi? Ça permet finalement d'échanger le timbre très rapidement à travers le monde. En quelques secondes, il peut faire 5 ou 6 fois le tour du monde, ce qui est pas aujourd'hui, possible. Donc on a des choses comme ça, on va faire évoluer la plateforme parce que, bien sûr, il y a des pros, il y a des particuliers, donc il faut qu'on s'adapte aussi. Il y a un grand monde associatif dans la philatélie, donc il faut qu'on s'adapte aussi à cette cible-là et qu'on leur donne les moyens, d'animer leurs associations avec cette partie-là qui est assez, qui est assez nouvelle aussi. On pense à de la gamification, ça voilà, on a plein de choses comme ça et puis, effectivement, on a quelques voilà, ça je peux pas tout dire, mais on a des timbres on a prévu d'autres sorties de timbres, bien sûr, Mmh mh. avec des mécaniques un peu plus Web3, je vous dirai pas lesquelles tout de suite, Mmh. mais, ça devrait être annoncé, alors peut-être au salon de novembre, parce qu'il y a un salon philatélique au mois de novembre et si c'est pas au mois de novembre, ce sera annoncé juste après, l'idée, c'est vraiment de sortir à terme 2 à 3 timbres, enfin 2 à 3 émissions pardon de collection NFT, enfin de timbres NFT, mais timbre avec un S ou pas, Mmh. heu, dans l'année, dans une année et puis, de remettre au centre la plateforme et d'en faire vraiment, ce centre de la collection du timbre NFT et donc bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire intégrer d'autres postes, intégrer d'autres technos et cetera pour, tout retrouver au même endroit. OK, donc ouais, de très belles perspectives d'avenir en tout cas Mmh. pour NF Timbre. Ouais, clairement. Et d'un point de vue plus global sur La Poste, Mmh. que tu te projeterais sur, par exemple, je sais pas, un suivi colis basé sur la blockchain? Est-ce que c'est La Alors Poste est ouvert à ce type On d'initiative on de a ouais, alors on a, plein de réflexions sur, comment on utilise la blockchain dans la poste. Les use cases, ils sont pas évidents. mmh, Heu, à l'évidence, ce qui ressort quand même, c'est qu'on a des offres, qui permettent de mettre de la blockchain. C'est des offres qui sont soit sur des pros, soit sur du grand public. Heu, il faut vraiment justifier le pourquoi du comment on mettrait un NFT derrière sur un objet ou quoi que ce soit. Sur le colis, heu, il y a eu des réflexions, hein, ce qu'il en sort aujourd'hui, c'est que, finalement les données, elles vont venir de notre SI, donc elles sont pas plus, pas moins, enfin, à utiliser la blockchain donnera pas plus de confiance ou moins, parce qu'on s'amuse pas à changer ce qu'on met dans notre SI de toute façon et puis ça passe de main en main et cetera et si on prend par exemple l'exemple des PS5, alors c'était pas nous, mais c'était Amazon il y a pas si longtemps. S ou même d'une banane bio, on peut se dire que voilà, une banane bio qui part, d'un endroit, elle est attachée à un NFT. Bon, bah, moi, si quelqu'un pendant le parcours la remplace par des bananes normales, ouais, c'est je le verrai pas et si je le vois, je vais leur dire: «Bah, j'ai des bananes normales» et puis on va me dire: «Bah, non, dans la blockchain, il y a marqué que c'est des bio, donc c'est des bio». Donc en fait, comme il y a beaucoup d'interactions humaines et de choses comme ça, l'intérêt, il est pas évident. mmh, Il y a des inté il y a des tests avec les douanes et cetera. Ça, c'est intéressant parce que ça mmh, permet de faciliter les passages, et d'éviter tous ces papiers et cetera, de vraiment les certifier. Là, on a ce besoin-là. Par contre, sur un colis, ou sur une lettre que tu envoies à ta grand-mère, en fait, ça fait beaucoup et puis, en plus, à chaque état qu'est-ce qu'on met finalement dans la blockchain? Est-ce qu'on met toutes les étapes? Ce qui peut être beaucoup, hein. mmh, Donc, est-ce qu'on paye? Qui paye à chaque fois? Enfin, il y a toutes ces questions-là, qui sont pas si évidentes que ça, dans le monde de la traçable, puis surtout enfin, dans le monde de la supply chain, pardon. Et nous, vraiment que si c'est pour mettre des informations dans notre SI qui sont finalement, quand tu as ton numéro de colis ou un truc comme ça qui te sont accessibles pour les mettre sur le NFT qui te sont tout aussi accessibles sur la blockchain, l'intérêt pour l'instant, on le voit pas. Mais je OK. me trompe peut-être et il y a peut-être d'autres choses, mais on Oui, y pense aussi. Par bah, exemple, on a des sujets de réflexion sur la lettre commandée, sur, l'identité numérique de l'émetteur et du receveur, par exemple. mmh. Des choses comme ça, voilà. Oui, je pense qu'il y a forcément des cas d'usage après bien spécifiques à certains services qui peuvent, C'est ça.
mettre du sens, Donc, peut-être pas forcément sur les colis, mais oui, sur d'autres bah, thématiques. après voilà, après bien sûr la poste on est très large, hein. Je te dis, il y a la banque postale, il Ouais. y a les assurances, donc qui dit banque dit un peu crypto ou pas. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Dans quelle mesure? Bon, bah, là on attend aussi, l'aspect législatif. Mmh. Il y a DocaPost qui avance, qui a des réflexions dessus. Il y a Digipost qui a des réflexions dessus. Il y a nous qui avons des réflexions dessus. Il y a des filiales qui ont des réflexions aussi dessus. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions, de POC, de tests, et cetera. Effectivement, après, il faut trouver l'usage. Il faut que cet usage trouve son grand public et il faut que le modèle économique suive. Ouais. OK. Et d'une manière, j'aimerais terminer par 2 questions d'ordre beaucoup plus global, pour justement finaliser cette interview, sur un point de vue plus général. Mmh, selon toi, et donc ce sera une réponse qui te sera très personnelle, comment on démocratise ces nouvelles technologies, justement pour toucher le grand public? Alors moi, j'ai ma réponse parce que du coup, enfin, selon moi, un projet comme celui-là, aide totalement à démocratiser ces nouvelles technologies. Est-ce que, pour toi, ça passe aussi par ce type d'initiative? Ah mais clairement, moi je suis convaincu que l'adoption de la blockchain par le grand public, il passe obligatoirement par, l'adoption de la blockchain par des entreprises, qui sont en contact avec le grand public. Le grand public, utiliser un wallet pour avoir quelque chose aujourd'hui, c'est par exemple, moi vraiment la pierre angulaire pour moi, je reviens, hein, la pierre angulaire, c'est le wallet, c'est compliqué. Il en faut plusieurs, il faut des passcodes. En fait, on est tous flemmards, en fait, donc il faut qu'il y ait des entreprises comme La Poste qui sont de confiance, comme, on a du Decathlon, on a du Exaion pour EDF, on a du PMU, on a la Française des Jeux, et cetera. C'est et puis il y en a d'autres qui arrivent, Orange, et cetera. Il faut que ces entreprises, et elles le font, hein, arrivent sur le sujet, avec leur force de frappe, avec leurs moyens aussi pour démocratiser ça, pour expliquer et pour le rendre simple, pour rendre l'accès simple et monter petit à petit, vers des choses de plus en plus compliquées. Nous, vraiment, l'idée, c'est de commencer simple et petit à petit de rajouter des fonctionnalités non obligatoires. C'est-à-dire que tu pourras toujours rester dans cet environnement très simple, mais demain, si tu veux te venir avec ton propre wallet, on va l'autoriser. À nous de le gérer, mais que Mmh. ce soit simple. Voilà, et c'est ça qui va faire que le grand public va y aller, et puis il faut aussi qu'il y ait un avantage pour eux d'y aller, parce que si c'est juste pour avoir un timbre de là, dans notre exemple, si on avait juste un timbre de collection et rien derrière, bon, bah, il y avait pas d'av il y a pas de plus-value. C'est quoi la plus-value que ça apporte? C'est ça qui est intéressant. C'est quoi le cas d'usage? C'est quoi le use case pour l'utilisateur, son parcours? Qu'est-ce que ça lui apporte de faire cet effort-là? C'est ça qui est important aussi, et je pense que malheureusement, pour toucher le grand public, à moins vraiment de parfois un peu de chance, et cetera, mais il y a que les grosses entreprises parce Ouais. elles ont cet aspect confiance derrière, parce que la blockchain, malheureusement, il y a encore ce côté un peu sulfureux, Mmh. dans l'esprit du grand public. Et ben, du coup, quand c'est une grosse boîte qui y va, quand c'est un Free, quand c'est un voilà, enfin, je cite, je fais du shopping ou un Carrefour ou un Casino, et cetera. Bah, on a quand même un aspect confiance, et donc on y va plus facilement. Entièrement d'accord, et donc, bah, c'est une très belle initiative, en tout cas pour, La Si. Poste et La Poste, en général. Et Non, on en pour est très content, oui. c'est en vrai, c'est réussi parce que, bah, il y a eu plusieurs initiatives et jusqu'à présent, ça a beaucoup fait parler et on sent que ça intéresse les gens justement de voir que des grands groupes comme La Poste s'intéressent et essayent du moins et de se donner les moyens pour, mettre quelque chose en œuvre, et donc franchement, c'est vraiment respectable. Eh Et ben, j'aimerais merci. finir par une dernière question, encore une fois qui est plus personnelle. Mmh. Hem, quel est ton projet Web3 préféré et pourquoi? Alors, moi, j'aime beaucoup, le projet de PMU parce que j'ai beaucoup aimé. Ils ont vraiment mixé plein de choses et mixé le réel avec des NFT, avec, qui évolue finalement quand il y a plus de réel, et cetera, et de la gamification, et cetera. Ils sont allés quand même vachement loin. Mmh. En plus, c'est beau. Heu, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ils sont autorisés, enfin, ils ont fait des choses que nous, on s'autorise pas aujourd'hui encore, et du coup, ils ont de l'avance, sur nous, mais on n'est pas concurrents, mais ils ont de l'avance sur nous, sur la façon de réfléchir et d'avancer dans leurs projets. Je trouve que c'est vachement bien, ils font des trucs incroyables. J'aimerais qu'on arrive à ce niveau-là, dans les quelques mois ou les quelques années qui arrivent, quoi. Qu'on arrive à les rattraper parce que vraiment je trouve qu'en tout cas en France, c'est un projet incroyable. Mmh. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit et
bah, au niveau enfin, de l'exécution, au niveau ils ont construit une communauté autour du jeu. Enfin, ça a été vraiment très Ah oui, très. ils ont tout Ouais. fait, tout compris, c'était plutôt, incroyable. Et puis en plus, le truc incroyable, c'est qu'on a les mêmes prestataires. Génial. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jonathan, pour Je cette t'en prie. interview. C'était super enrichissant et donc je mettrai tous les liens d'NF Timbre et on communiquera à ce sujet. Merci beaucoup. Génial, bah, merci beaucoup à toi, c'était super de partager avec toi tout ça. À très bientôt. Merci, À Jonathan. bientôt, au revoir.